Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette session organisée par le Syntec Numérique. Le Syntec Numérique est un syndicat professionnel de référence dans le numérique qui compte parmi ses membres plus de 2000 entreprises, des multinationales basées en France, des petites entreprises, des moyennes et un millier de start-up. La moitié sont situées en Île-de-France et la moitié en province. Cette table ronde est dédiée aux données de santé et comme tout le monde le sait, ce sont des données personnelles sensibles et l'actualité est là pour nous le rappeler avec le vol de dossiers médicaux dans certains établissements hospitaliers et la divulgation de données de biologie médicale. Cela signifie que ces données ont de la valeur et avec le numérique, elles offrent un potentiel de développement de nouveaux usages. Et tel que la crise sanitaire nous l'a également démontré, ces nouveaux usages, par exemple la prise de rendez-vous en ligne, la préadmission à l'hôpital ou le suivi post-hospitalisation, la télémédecine, sont des usages qui touchent à la prévention, la prédiction, mais également la production de meilleurs diagnostics ou de meilleurs traitements, ou encore le suivi de parcours de soins. Et j'ai ici avec moi 3 entreprises adhérentes au Syntec Numérique, 3 champions français, on pourrait dire, donc Thales à côté de moi, DocaPost et Adista, avec lesquels on va pouvoir échanger sur cette question de la donnée de santé et des efforts que les pouvoirs publics ont annoncés à travers le Ségur de la santé. Je vous rappelle que 2 milliards d'euros vont être dédiés au numérique en santé, ainsi que les annonces sur la cybersécurité, qui sont des annonces récentes liées aux attaques que l'on a subies dans le secteur. Nous parlerons du coup également des travaux de digitalisation du secteur de la santé avec la feuille de route du numérique de Ma Santé 2022. Donc je me tourne tout d'abord vers Jean-Marie Dunant, qui est directeur de l'activité santé chez DocaPost, la filiale numérique de La Poste, du groupe La Poste, qui connaît bien Santexpo. Je crois que vous exposez depuis 2014 et vous êtes un acteur de longue date dans la santé. Vous êtes notamment connu pour héberger les 38 millions de dossiers pharmaceutiques de nos concitoyens français. Et justement, à ce titre, en tant qu'hébergeur de données de santé, comment assurez-vous, Jean-Marie, la confidentialité et la sécurité des données ? Et comment vous pouvez rassurer les personnes qui nous écoutent aujourd'hui sur cette table ronde? Alors effectivement, on est l'un des premiers hébergeurs de données de santé en France parce qu'au-delà du dossier pharmaceutique, on héberge également d'autres données de santé pour des hôpitaux, des mutuelles, des acteurs de l'industrie pharmaceutique ou autres. Ce sont des données très sensibles parce qu'effectivement, on touche à l'intime de l'individu. On va avoir des informations qui concernent les pathologies des patients, leur traitement au long cours, etc. Et donc on doit assurer une protection très élevée de ces données-là. Et on le voit aujourd'hui avec les cyberattaques, ce sont des données qui ont une valeur médicale, bien entendu, parce qu'on va utiliser ces données pour mieux soigner le patient. Elles ont une valeur financière avec les attaques que l'on voit. Il y a à peu près 11% des attaques, des cyberattaques qui adressent le secteur de la santé. Personne n'est à l'abri de ces cyberattaques, on est tous concernés et les attaquants vont chercher le maillon faible. Donc on doit être excellent sur toute la chaîne pour protéger ces données-là. Et la troisième valeur de ces données, c'est qu'elles vont permettre de développer de nouveaux services, des services de télésuivi médical, des services d'intelligence artificielle pour détecter très en amont les diagnostics sur le patient, etc. Donc ce sont des données que l'on doit protéger. Alors on a la chance en France d'avoir une réglementation qui est très contraignante, avec la réglementation notamment sur l'hébergement des données de santé. DocaPost est hébergeur de données de santé depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, on a 4 data centers situés en France, dont 3 qui sont certifiés HDS, certifiés donc pour l'hébergement de données de santé. Et donc, on respecte parfaitement ces référentiels HDS, mais aussi la politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé. Et après, on a des savoir-faire qu'on met en place pour aller au-delà, parce que c'est toujours une course contre la montre vis-à-vis des cyberattaquants. Voilà, et du coup, quels sont les nouveaux services que vous envisagez, que vous proposez et à qui ils s'adressent? On va présenter lors de Santexpo de nouveaux services, effectivement, qui adressent très largement le secteur de la santé, qui concernent à la fois les institutionnels de la santé, mais également les établissements de santé, les mutuelles, les laboratoires de biologie, les laboratoires pharmaceutiques. Un premier service vise tout spécialement les établissements de santé, parce qu'on apporte des solutions qui vont leur permettre de se mettre en conformité avec la réglementation RGPD.
et qui vont leur permettre de recueillir de manière dématérialisée le consentement des patients aux actes médicaux ou pour participer à des études cliniques. Le deuxième service, effectivement, suite au rachat de l'entreprise Icanopé, qui a rejoint donc le groupe de Caposte, La Poste, on présente de nouveaux services autour de l'interopérabilité des systèmes d'information de santé. On a également une entreprise qui s'appelle Inadvance, qui a rejoint de Caposte l'an dernier, qui propose tout un ensemble de services auprès des acteurs de l'industrie pharmaceutique. Et puis la notion de paiement, du paiement du reste à charge, sont des choses importantes pour les établissements. Et donc on a une solution de paiement sécurisé, souveraine, qui permet effectivement de récupérer le reste à charge vis-à-vis du patient. On a également fait évoluer des solutions. On a tous en tête la lettre recommandée. Et aujourd'hui, on propose une solution qui n'est pas spécifique au secteur de la santé, mais de lettres recommandées électroniques et qui permet effectivement de diffuser plus rapidement des comptes rendus vis-à-vis des patients, d'autres acteurs, des courriers recommandés, des différents documents, de manière complètement dématérialisée. Docapost est aussi beaucoup impliqué dans l'identification numérique. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette notion de tiers de confiance que représente Docapost? Oui, alors Docapost fait partie du groupe La Poste et depuis la création de La Poste sous Louis XI, La Poste effectivement assure le secret des correspondances. Et donc on a transposé de l'univers physique à l'univers numérique ce positionnement de tiers de confiance. Donc on respecte aujourd'hui la confidentialité des données qui nous sont confiées ou des documents. On opère notamment le dossier pharmaceutique pour l'ordre des pharmaciens, mais également d'autres dossiers, ce soit des dossiers pour des mutuelles santé, des fabricants de dispositifs médicaux, etc. Et on a transposé dans cet univers physique tout un ensemble de services. Ça va être des coffres-forts numériques pour stocker vos bulletins de salaire, vos comptes rendus médicaux, vos attestations d'assurés, etc. Ça va être aussi des solutions sur l'identification des personnes, pouvoir garantir qu'un numéro de mobile ou une adresse email correspond vraiment à un individu qui habite à telle adresse. Donc c'est l'identité numérique de La Poste. Et puis on a aussi des solutions, comme je l'évoquais précédemment, de e-consentement, donc vraiment des solutions adaptées au secteur de la santé qui rentrent dans des logiques métiers, recueil dématérialisé des patients pour la préparation de l'acte médical ou pour participer à des études cliniques. Très bien, merci beaucoup Jean-Marie. Je signale au passage que vous pouvez retrouver Docapost sur son stand de Santexpo. Et il sera ravi de continuer ces discussions avec vous. Et je passe maintenant la parole à Sébastien Déon, qui est le directeur de l'offre santé chez Adista, un hébergeur de données de santé français également, pour que vous nous disiez quels sont les principaux conseils que vous donnez aux structures de santé quand elles réfléchissent ou qu'elles souhaitent externaliser tout ou partie de leur système d'information. Alors effectivement, il y a quelques erreurs à ne pas commettre. La première, quand on veut externaliser son système d'information de santé vers un hébergeur HDS, en France, c'est de zapper l'analyse de risque. Il faut travailler en premier lieu sur l'analyse de risque, donc bien connaître ces menaces, les vulnérabilités, le domaine étudié, lister une cartographie des risques et puis mettre en place un plan d'action pour pouvoir contrer ces risques. Le deuxième point important sur lequel il faut se focaliser, c'est de bien connaître son existant, ses actifs informationnels, donc de faire une cartographie précise. Il faut se faire aider avec des outils logiciels, il y en a beaucoup sur le marché, donc connaître un petit peu l'état des serveurs, les adresses IP des serveurs, la liste des applications, les versions de base de données, etc. On peut monter jusqu'au niveau processus métier, bien évidemment. Ensuite, quand on migre vers un cloud privé ou public, il faut bien évidemment en profiter pour moderniser son application. Ça ne sert à rien de garder son application, une vieille application, et de la porter dans le cloud. On aura exactement les mêmes problèmes. Donc il faut penser à l'updater, migrer les versions d'Apache, de base de données, etc. Ensuite, il faut travailler aussi, un quatrième point, c'est l'expérience utilisateur. Il faut mesurer avant, quand on est on-premise, les performances de l'application. Il faut les mesurer après, avant la mise en production dans le cloud, parce que peut-être que ça ne résolvera rien, le cloud privé. Il faut aussi choisir un hébergeur avec qui on a une grande confiance. Donc il ne faut pas faire 150 devis pour chercher un prix. Il faut travailler vraiment en confiance avec des gens compétents. Voilà les grands axes de principe et les écueils à éviter. Et par rapport au secteur de la santé qui est victime de cyberattaques sans précédent, est-ce que vous pensez qu'il est
possible de sortir de cette spirale infernale et si oui, comment? Oui, alors je le souhaite vivement comme tout le monde. Ça va être long, ça risque d'être long. Peut-être que dans 6 mois ou dans 1 an, on y sera encore et qu'il y aura probablement d'autres hôpitaux qui vont être attaqués. On est pris dans une dualité. La partie vision et la partie action. Il y a un proverbe chinois que j'affectionne beaucoup qui dit la chose suivante: une vision sans action est un rêve, et une action sans vision est un cauchemar. Eh bien, la cybersécurité des systèmes d'information santé français, elle vit entre le cauchemar, les attaques. On voit bien, on a eu ces cas, deux cas coup sur coup, et puis la vision, l'utopisme, dans lequel on veut que ça se passe bien, etc. Donc il y a des grands plans, des millions qui sont lancés, et d'un autre côté, ça c'est bien, d'un autre côté, il y a la réalité du terrain, avec le manque de compétences en cybersécurité dans les établissements de santé, les équipes qui sont mobilisées pour faire autre chose. Il y a pléthore d'outils sur le marché, mais les équipes de santé, les équipes des DSI ne savent pas forcément comment les implémenter. Donc je pense qu'il faut réconcilier cette vision et l'action du terrain, et probablement, peut-être une idée, c'est de créer un collège de DSI, de RSSI, de GHT, de réfléchir en faisant un picking, en prenant une photographie d'un GHT au hasard, et de travailler sur une vision commune, que tout le monde soit aligné, et ensuite après on va chercher les outils, et cette vision commune elle permettra de décliner un plan d'action et des quick wins très rapides, parce que ce qu'il faut c'est tout de suite faire des installations, se protéger et pas attendre des plans d'action qui vont arriver dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, parce que les attaquants eux ils n'attendent pas. Sébastien, vous parliez de cloud, est-ce que c'est une utopie ou est-ce que c'est une réalité, et comment on peut envisager les 10 prochaines années sur ces sujets-là? C'est une réalité. Le cloud computing, faut savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, les 10 prochaines années, je pense qu'elles vont tourner autour de 4 grands principes, 4 axes. Les systèmes d'information on-premise, dans les établissements de santé. Ça va demeurer, il n'y a aucune raison que ça change. Peut-être que ça va même s'amplifier avec la crise. On a quand même envie d'avoir un protectionnisme, d'avoir de la souveraineté. Donc on aime bien quand même s'asseoir à côté des serveurs et des données. Ça c'est le on-premise. Et c'est les vieilles applications, et c'est là le legacy, ça va continuer de fonctionner. Ensuite, à côté du on-premise, on va retrouver le cloud privé. Le cloud privé, ce sont des data centers qui sont comme les data centers d'Adista, où on va prendre les systèmes d'information, on va les opérer, on va les manager pour le compte des clients. Ça répond à un certain nombre de cas. Il y a le cloud public, donc ça c'est les GAFAM, évidemment, Azure, Google, Amazon, les plus grands. Hein. Et puis il y a les Chinois qui commencent à toquer à la porte des GAFAM, ils copient souvent les bonnes idées des Américains. Et puis, ce cloud public va nous permettre d'avoir de la souplesse tactique et va pouvoir donner aux établissements de santé la possibilité de faire des proof of concept, de pouvoir démarrer des machines, de les éteindre sans faire d'investissement et de capex qui est toujours long. Et puis la quatrième axe, donc là je vous fais le panorama des 10 ans, le 4e axe qui va émerger, c'est tout ce qui touche à l'IoT et notamment au edge computing. Donc c'est l'Internet des objets. L'Internet des objets, l'IoT. Et le edge computing, c'est traiter les données, traiter le volume de données au plus proche de là où c'est produit. Ça ne sert à rien d'envoyer ces données dans un cloud public à l'autre bout de la France quand on est basé à Montpellier, avec les problèmes de latence réseau, les problèmes de traitement pour que ça revienne en résultat dans la salle d'opération par exemple, ça ne sert à rien. Donc l'idée c'est de ramener tout ça au plus proche. Le meilleur exemple de l'IoT et du edge computing, c'est les ordinateurs de bord dans les Tesla. Les données, c'est bourré de capteurs, les données sont traitées directement dans la voiture. Parfait, merci beaucoup Sébastien. Pour finir, je me tourne vers Xavier Bourguignon, qui est directeur des partenariats et alliances chez Thales. Et on attend beaucoup de Thales sur ces questions de cybersécurité, mais en fait, on est loin de connaître tous les développements et le savoir-faire que vous développez autour de l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé. Exactement. Alors déjà, on va parler du métier de base, du cœur de métier de Thales. Expliquez-nous d'abord ce que fait Thales en termes de cybersécurité et de marquage CE, les objets connectés dont on vient de parler.
dans le secteur de la santé. Tout d'abord, Thales, en quelques mots, c'est une maison assez importante, 84 000 personnes, 68 pays. On fait à peu près 19 milliards et on réinvestit de nos propres deniers plus d'1 milliard dans un certain nombre d'items, que ce soit l'IoT, l'IA, le Big Data, le cloud. Et donc cette logique en fait nous permet de nous positionner comme l'acteur de la chaîne de décision critique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le retrouve dans tout ce que vous avez expliqué précédemment. L'enjeu de Thales, c'est de pouvoir, dans un premier temps, identifier un objet, de pouvoir récupérer la donnée qu'il produit avec du edge computing, de pouvoir remonter la donnée de manière sécurisée et à haut volume, de pouvoir centraliser la donnée sous forme de big data, digérer avec de l'IA, on va retrouver les notions de santé, de device, et de pouvoir ensuite diffuser par de l'hybridation qui va utiliser du cloud ou d'autres moyens. Donc on est cet acteur-là. La santé n'est pas nouveau pour Thales. Thales, on est déjà présent dans ce secteur au travers d'activités telles que Trixel. Trixel, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est un acteur mondial dans la radiographie qui permet de faire de l'imagerie médicale dentaire, de la fluoroscopie, et puis aussi d'aider les médecins à préparer leurs interventions à partir de toute l'imagerie haute définition que nous remontons. Donc ça, c'est le premier axe dans lequel nous sommes déjà présents. Et puis ensuite, il y a tous les axes sur les AIS, sur tout ce qui est artificiel intelligence system. On en a parlé précédemment avec DocaPost, dans lequel on va nous retrouver avec des systèmes de moniteurs de rythme cardiaque, de solutions de traitement à distance, on en a parlé aussi, et puis tout ce qui peut être supervision de taux de glucose, de diabète. Alors ce qu'il faut voir sur l'AIS, et c'est là où on rentre dans la réponse à vos problématiques, c'est qu'il y a d'abord l'enjeu de la sécurisation de ces applications. C'est-à-dire qu'il faut à tout moment garantir que l'information est confidentielle sur le device et que la donnée du patient, qu'elle transite ou pas, ou qu'elle soit remontée à un professionnel de santé, elle puisse être sécurisée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxièmement et en jeu, c'est la connexion des applications de santé. Et ça, là-dessus, Thales apporte, je dirais, une différence, c'est-à-dire que le rachat de Gemalto, qui a eu il y a 2 ans et demi, nous permet d'accéder à ces technologies qui nous permettent de faire fonctionner des devices de manière déconnectée, à distance, puisqu'on prône, nous, plus l'utilisation des systèmes puces téléphonie que d'autres protocoles, et donc on avance avec les protocoles LTE, NB-IoT qu'on intègre, et puis surtout on a une technologie qui permet de prendre un device et partout dans le monde de le faire circuler et qu'il puisse être en roaming, c'est-à-dire qu'il puisse continuellement se connecter quel que soit l'opérateur, et même quand il n'y a plus de réseau, et donc de garantir, je dirais, ce voyage, cette journée du patient. Et puis, après, il y a l'autre dimension qui est le management de l'application. On sait très bien qu'on rentre dans les devices sur des cycles de vie produits et il faut assurer et être capable de faire évoluer les données de sécurité, les enjeux d'identification tout au long du cycle de vie produit. Et dernière étape qui constitue notre patrimoine actuel au niveau de Thales, c'est la capacité de gérer cette data. On l'a très bien exprimé, c'est comment je suis capable de remonter tous ces flux de données, d'offrir des plateformes qui vont exploiter, on exploite aussi des données de santé, exploiter ces données et valoriser cet or noir de la data. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu sur les initiatives que vous lancez en termes d'intelligence artificielle? Vous avez plusieurs projets, notamment européens. Exactement. Et pour compléter à la question précédente, sur effectivement la cybersécurité, on va nous retrouver sur un accompagnement des acteurs de la santé sur le marquage Europe, parce que aujourd'hui, il y a une norme comme tout produit, et donc on est capable d'accompagner. Alors on a un certain nombre d'acteurs, des gens qui peuvent utiliser des devices, des gens comme Biomérieux, qu'on accompagne depuis 8 ans. Ce sont des gens avec lesquels on les a accompagnés sur l'adoption des nouvelles technologies pour transformer les business models. Donc pour revenir effectivement sur l'IA, c'est vraiment notre ADN. On a la chance d'avoir au sein de Thales des centres de recherche. Vous avez parlé d'1 milliard de R&D autofinancés.
Donc on a un centre qui s'appelle Thérésis à côté de Polytechnique qui est extrêmement actif et un autre qui est au Canada qui est Cortex qui est full dedicate sur l'IA. Ensuite, on va nous retrouver aussi sur des laboratoires communs qu'on a mis en place avec l'EDF et Total. Et en fait, toutes ces recherches vont servir des verticaux qu'on va retrouver dans le transport, dans l'aérien, dans la santé, dans l'énergie. Et donc, c'est tout cet apport qu'on est capable d'apporter. Alors, parmi les initiatives, effectivement, on peut citer AI4U. C'est une initiative qui est dans le plan Horizon 2020 lancé par la Commission européenne, dans lequel on va créer une plateforme d'IA accessible, facilement accessible par tous, pour arriver à donner de la valeur supplémentaire et surtout d'arriver à une dimension intelligence artificielle humaine. Hein. On prend en compte l'humain et ça c'est extrêmement important. On va aussi nous retrouver dans toutes les initiatives de 3I hein, que vous connaissez, c'est tout ce qui est institut interdisciplinaire de l'intelligence artificielle. Donc on est fortement impliqué dans ces équipes. Donc on envoie nos ingénieurs, on les fait collaborer. Et puis je citerai aussi des organismes de recherche notamment. Exactement, exactement. Et puis je citerai aussi une autre initiative qui est sous l'égide de Bruno Le Maire, qui est le Manifeste IA. C'est en fait des acteurs majeurs de plusieurs filières critiques dont les CEO ont signé un engagement autour de l'IA pour que l'on puisse développer le footprint français au sein de l'Europe en respectant tout ce qui est les valeurs fondatrices de l'AI for Humanity que vous pouvez retrouver et décrit sur Internet. Qui donne lieu aussi à des collaborations, je sais que vous bien sûr ensemble. De Capos est un fidèle et un brillant partenaire sur lequel effectivement on fait jouer nos synergies à la fois de technologie, à la fois de savoir-faire et à la fois de vertical métier. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que les technologies, effectivement, sont en rupture, mais il faut pousser la capacité à travailler les use cases. Et donc, on a beaucoup de dossiers ensemble. Et je terminerai par deux ou trois autres leviers que sont le projet Gaia-X que vous connaissez, le projet franco-allemand qui maintenant embarque les pays européens et dont le principe est de créer en fait une plateforme sur laquelle on va pouvoir trouver le moyen d'échanger en toute sécurité de manière normée des données se dédouanant de tous les principes d'extraterritorialité américaine ou de Cloud Act. Et donc là aussi, il y a ce qu'on appelle des space data sur lequel il y a les données relatives à l'aéro, les données relatives au spatial et il y a les données maintenant relatives à la santé et à l'agriculture. Donc il y a 7 data space sur lequel eh bien, on est aussi en train de travailler. Et puis pour toujours compléter cette logique d'IA, on a une Digital Factory qui est convoitée par beaucoup de groupes industriels parce que nous sommes industriels avant tout, et puis aussi notre présence à la station F sur lequel on apporte en fait à toutes les startups qui sont incubées la brique de sécurité qui leur permet de durcir les applications et qui parfois dans le développement un peu de POC agile, on oublie peut-être certaines briques, voilà, et on est là un peu pour paterner ces gens-là et leur apporter, je dirais, la sécurité qui est nécessaire. Merci Xavier. Donc on voit qu'on a fait un beau panorama du potentiel. Voilà, on part de la cyberattaque pour aller vers le potentiel de la donnée si elle est bien protégée et bien valorisée. Donc je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Vous pouvez le poursuivre au travers des questions-réponses que vous pouvez mettre dans le chat et nos 3 intervenants vont pouvoir vous répondre. Et je vous invite à adhérer au Syntec Numérique si vous êtes producteur d'une solution ou cabinet de conseil et que vous voulez continuer ces échanges parce que nous travaillons ces sujets-là dans le comité santé régulièrement. Et voilà, donc c'était 3 exemples vraiment très intéressants. Merci à vous 3. Et maintenant, passons à la session questions-réponses.